blastomères, et ben, leur cycle cellulaire jusqu'à à peu près le 12e cycle cellulaire, et ben, on a un cycle cellulaire qui n'a pas de phase G1 et de phase G2. Or, pendant la phase G1 et la phase G2, et ben, ce sont là que sont exprimés les gènes, qu'il y a notamment la transcription. Donc, ça veut dire que pendant les 12 premiers cycles cellulaires, notre embryon, il ne réalise pas l'expression de son génome, du génome embryonnaire, hein, puisqu'on ne peut pas faire de la transcription. Donc, ça veut dire que il utilise du coup les ARN messagers qu'il a reçus de la mère, hein, qu'il peut traduire, ou directement les protéines qu'il a reçues de la mère. Hein, donc, il utilise pour lancer et contrôler son cycle cellulaire. C'est cet héritage maternel. À partir du 12e cycle, on voit que on a justement l'apparition de phase G1 et G2, ce qui va du coup rallonger le cycle cellulaire et du coup, le rythme de division va ralentir. Mais à ce moment-là, après ce qu'on appelle la transition blastuléenne, à ce moment-là, le génome l'embryon, exprime son génome. Hein, on a la transcription du coup des gènes embryonnaires. Donc, du coup, on va pouvoir former notamment des protéines du génome embryonnaire. Mais toute cette expression, elle se fait toujours sous le contrôle des facteurs hérités de la mère, autrement dit, des facteurs spécifiques de transcription maternelle. Alors, dernière chose, le blastocèle, on l'a vu, cette espèce de cavité, elle va séparer trois zones. Hein, donc, le blastocèle, il apparaît dans l'hémisphère animal qui est formé de micromères. Hein, donc, je suis à la diapositive 27 qui était une diapositive à connaître. Et du coup, les côtés en fait de ce blastocèle, on va appeler ça la zone marginale. Et puis, le toit du blastocèle va être appelé la calotte animale. D'ailleurs, au passage, tout ce toit, hein, tout ce toit, mais aussi d'ailleurs les murs du blastocèle seront recouverts en fait de MEC, hein, de matrice extracellulaire. Vous verrez ça, vous verrez l'importance de la présence de cette MEC aujourd'hui, hein, dans la gastrulation. La deuxième partie, c'est l'hémisphère végétatif qui est formé de macromères. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur cette première partie, hein, qui décrit du coup comment se réalise cette segmentation? Alors, deuxième partie, on va aborder du coup une l'expérience de Newcoop de 1979, qui a montré que ces cellules, en fait, quand je les regarde, elles ont pas de caractéristiques. Je peux pas dire, tiens, ça c'est une cellule de l'épiderme, tiens, ça c'est une cellule du système nerveux, ça c'est une cellule de l'intestin. Donc, autrement dit, elles n'ont pas du tout un aspect, elles ne sont pas différenciées, hein, elles n'ont pas du tout un aspect spécialisé. Hein. Par contre, en réalité, elles sont déjà déterminées. Elles ont un devenir qui est déjà fixé. Et donc, c'est Newcoop qui a montré du coup l'existence de cette détermination, hein, dès la blastula. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du coup une blastula. Donc, ici, on nous a représenté alors un très très gros blastocèle, un très exagéré, avec du coup ici, son sommet. Donc, chez la diapositive 29. Qui s'appelle du coup la calotte animale, hein, et sur les côtés les murs qui forment du coup la zone marginale. Et enfin ici, l'hémisphère végétatif formé de macromères. Il coupe, il isole la calotte animale, il isole la zone marginale et il sépare d'ailleurs même la zone marginale ventrale, hein, donc de la zone marginale dorsale, là en fait où il y a le croissant gris par rapport à la zone où il n'y a pas le croissant gris. Donc cette zone marginale ventrale, elle serait plus colorée par des pigments mélanine que la zone marginale dorsale. C'est comme ça qu'il le repère. Et de l'autre côté, on a l'hémisphère végétatif. Et puis il met en culture du coup, hein, ces cellules, donc il les maintient en vie. Ces cellules du coup se multiplient, puis progressivement elles vont acquérir leurs caractéristiques. Hein, elles vont se spécialiser, elles vont devenir un type cellulaire et il se rend compte que la calotte animale a formé essentiellement des cellules épidermiques. Alors que la zone marginale ventrale a formé aussi des cellules épidermiques, mais aussi des cellules sanguines, des cellules musculaires. La zone marginale dorsale, elle a formé des cellules neuronales, donc des neurones, des cellules de la corde et des cellules musculaires. Et enfin,
l'hémisphère végétatif, lui, donnera des cellules en fait de l'endoderme, hein, qui correspondra à des cellules du tube digestif. En fait, j'ai mis ici un code couleur vous allez véritablement comprendre plus tard, hein, qui correspond aux 3 feuillets qui va former l'embryon. En fait, ces 3 feuillets vont se mettre en place à la fin de la gastrulation. C'est le cours pour aujourd'hui. C'est l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Et ben là, on voit bien que la calotte animale forme des cellules ectodermiques. Enfin, va finir dans l'ectoderme qui donneront des cellules de l'épiderme et des cellules neurales. Alors ici, des cellules de l'épiderme. La zone marginale, elle, est formée de cellules qui finiront dans l'ectoderme et aussi qui finiront dans le mésoderme. Et l'ectoderme donnera des cellules épidermiques et des cellules neurales. Le mésoderme donnera des cellules sanguines, des cellules musculaires et des cellules de la corde. Et enfin, l'endoderme donnera des cellules du tube digestif. Alors, cette expérience du coup de Newcoop. Oui. Juste une question, c'était quoi les cellules de la corde? Oui, c'est ça, les cellules de la corde. Alors voilà, la corde, en fait, c'est un axe de soutien chez les vertébrés que l'on va voir qu'à l'état embryonnaire. Donc, vous allez voir dans le cours notamment aujourd'hui et surtout dans le cours demain. Je vais poster ce soir pour le cours que vous allez avoir à étudier pendant ces 4 jours-là. Hein, et vous verrez que dans l'embryon, il va se former un tube qui est formé en fait de cellules qui sont turgescentes et qui donne une sorte d'axe de soutien à cet embryon et autour duquel, enfin à proximité duquel, se formera plus tard la colonne vertébrale. Et cette corde, d'ailleurs, elle donne le nom d'un grand groupe d'animaux qui s'appellent les cordés. Hein. Donc la corde, c'est un axe de soutien à l'état embryonnaire. Donc ici, en fait, on arrive sur 2 notions qu'il ne faut pas confondre. Là, ce que montre du coup l'expérience de Newcoop, c'est que si je prends une cellule de la calotte animale, en fait, elle ne ressemble pas du tout à une cellule. C'est-à-dire, je ne peux pas la reconnaître. Mais si je la mets en culture, elle donnera une cellule épidermique, donc une cellule spécialisée. Donc, ça veut dire que malgré qu'elle n'ait pas des caractères de cellules épidermiques, son devenir est déjà fixé. Hein. Donc, c'est ça la détermination. Hein, la détermination, c'est un processus d'acquisition irréversible de l'identité cellulaire suite à des modifications de l'expression du gène. Hein, on verra tout ça dans la deuxième partie avec ce qu'on appelle les signaux inducteurs. Et du coup, quand la cellule elle est déterminée, elle a perdu son caractère totipotent, c'est-à-dire sa capacité à donner n'importe quel type cellulaire. Maintenant, elle est définie pour donner un type cellulaire précis. D'accord? Donc ça, c'est la détermination. La détermination, c'est le fait d'acquérir le devenir final de la cellule, elle sera et devenir final que l'on ne peut révéler que quand il y aura le processus de différenciation, hein, ce qu'on appelle aussi spécialisation, hein, c'est-à-dire quand les cellules acquièrent les caractéristiques spécifiques au type cellulaire. Donc, par exemple, une cellule épidermique, c'est une cellule, qui va pouvoir produire, par exemple, de la kératine, alors qu'une cellule musculaire, une cellule sanguine, si c'est une hématie, par exemple, quand on la reconnaîtra parce qu'elle formera un disque biconcave, elle formera de l'hémoglobine, alors que la cellule épidermique, lui, elle n'aura pas cette forme biconcave et elle ne formera pas du coup d'hémoglobine. Est-ce que vous avez compris cette notion de détermination et de différenciation? Attention, ce sont des mots-clés de sujets de colle d'oraux. Et une fois à l'oral, quand j'avais été voir, une candidate confondait ces deux processus. Ça veut dire que l'oral, il est complètement, il est nul. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de définir les 2 mots-clés, quasiment toute la colle est hors sujet. Hein. Donc, bien comprendre détermination et différenciation. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, cette expérience de Newcoop, en fait, elle a été précisée plus tard en utilisant des techniques, quand les techniques se sont améliorées, et notamment quand on a été capable de faire ce qu'on appelle des micro-injections. Alors, les micro-injections, c'est en fait de l'injection de molécules directement dans la cellule. Et donc ici, on injecte du dextrane. En fait, les dextranes, ce sont des
polymères de glucose qui du coup sont des macromolécules. Et comme elles sont des macromolécules, ben, elles peuvent pas diffuser à travers la membrane. Hein, donc il n'y a pas de diffusion simple parce qu'elles sont trop grosses, et il n'y a pas non plus de diffusion facilitée parce que tout simplement il n'y a pas de protéines pour transporter des macromolécules. Ça transporte des solutaires. Donc ces dextranes, une fois que je les ai injectés dans les cellules, elles sont, ils restent dans la cellule. Cette molécule reste dans la cellule, et ces dextranes, on les a associés à un fluorochrome. Donc on les a rendus fluorescentes. Comme ça, on va pouvoir les suivre, les voir. Donc on les injecte par exemple dans une blastula. Donc on a choisi cette blastula là. Cette blastomère. Donc, on a injecté du coup cette macromolécule fluorescente dans un blastomère, et on laisse l'embryon se développer, et on regarde où on rencontre, où on retrouve du coup la fluorescence. Ça veut dire que là où on trouve la fluorescence, c'est que la cellule que j'ai la cellule dans laquelle j'ai injecté, c'est son devenir de finir ici. Par exemple, là, la cellule dans laquelle j'ai injecté, son devenir, ça a été de former du coup de l'épiderme au niveau, en fin de compte, du cou du θ. Et en faisant ça, on a pu du coup déterminer ce qu'on appelle des territoires présomptifs. Et du coup, alors vous faites bien attention, regardez ici, c'est bien une vue externe. Donc là, j'ai un cercle, mais c'est pas une coupe. Donc c'est bien une sphère. Il faut le voir en volume, ce schéma. Et je suis de fil gauche, puisque regardez ici, j'ai mis l'avant, donc ici j'aurai le pôle animal, l'arrière, ici j'aurai le pôle végétal. Ici j'ai le dos, donc ça veut dire que j'aurai la zone du croissant gris, et de l'autre côté, d'accord? Donc j'aurai une sphère qui serait globalement sombre du côté ici en haut, mais qui serait du coup plus sombre. La couleur sombre descendrait plus bas du côté du ventre que du côté du dos. Puisque ici j'ai le croissant gris et j'aurais eu une rotation qui aurait été dans ce sens-là. Donc ça veut dire que le point d'impact d'injection du spermatozoïde, il a eu lieu là, la piqûre spermatique. Et on a défini du coup ici des différentes zones. Donc les blastomères qui sont dans cette zone-là de l'embryon, c'est des blastomères qui finiront dans le feuillet ectodermique, dans l'ectoderme, un des 3 feuillets qui va former l'embryon à la fin de la gastrulation. Et d'ailleurs, dans cet ectoderme, on va distinguer 2 types d'ectoderme. Un ectoderme neural qui formera à la fin le système nerveux, et un ectoderme épidermique qui formera l'épiderme. On a ici un trait noir épais qu'on appelle la ligne d'invagination. En fait, vous allez comprendre aujourd'hui que toutes les cellules ici qui sont pour l'instant en surface lors de la blastula, lors de la gastrula, elles s'invagineront, elles rentreront à l'intérieur. Et du coup, mes cellules qui sont en bleu là, elles vont venir recouvrir tout l'embryon. Donc c'est le cours c'est le cours d'aujourd'hui. Et on voit du coup que en dessous de la ligne d'invagination et éloigné de cette ligne du côté du pôle végétatif, on a toute une série de blastomères, plus exactement de macromères, qui vont former le futur endoderme. Donc, quand ces cellules seront invaginées, seront passées à l'intérieur de l'embryon. Et d'ailleurs, c'est dans cette zone-là que se fera l'invagination, que les cellules bougeront et passeront à l'intérieur de l'embryon pour s'invaginer. C'est ce qu'on appellera le blastopore. Donc, c'est le cours pour aujourd'hui. Ces cellules-là qui ont été mises en vert, toutes ces cellules qui sont dans cette zone-là de la blastula, vont finir dans l'endoderme. Donc, ce sont des cellules du territoire présomptif de l'endoderme. Et enfin, ici, entre les deux, on a toute une zone rouge. Toutes ces cellules vont aussi s'invaginer à l'intérieur et formeront du coup un feuillet qui sera situé entre l'endoderme qui sera au centre et l'ectoderme qui sera en périphérie et qui s'appellera le mésoderme. Et dans ce mésoderme, ici, on a distingué 3 zones. Une zone dorsale qu'on va appeler le futur mésoderme cordal. C'est ces cellules-là qui formeront ensuite le mésoderme cordal qui formera la corde. Ici, des cellules qui formeront du coup le futur mésoderme somitique. Et on verra que ces somites, ils formeront notamment des muscles. Et enfin ici,
et des cellules qui participeront à la zone du mésoderme des lames latérales, et on verra que ces lames latérales, elles se creuseront d'une cavité qu'on appelle le cellome. Donc là, on fait attention. Hein, il ne s'agit pas ici, dans ce schéma-là, il ne s'agit pas de l'ectoderme, du mésoderme et de l'endoderme, puisqu'il n'y a pas eu encore la gastrulation qui met en place ces feuillets. Donc, les feuillets ne sont pas encore mis en place, mais on sait déjà, grâce à cette expérience de micro-injection, quelles sont les cellules qui finiront dans l'ectoderme, qui finiront dans le mésoderme et qui finiront dans l'endoderme. On appelle ça, du coup, des territoires présomptifs. Présomptifs qui finiront. Hein. Ce n'est pas encore acté. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. J'avais une question, du coup, par rapport à ça. Pour cette expérience-là, comment ils ont su, du coup, que c'était le mésoderme, l'ectoderme Eh bien, regarde, je vais au cours d'aujourd'hui. Comme ça, vous allez mieux comprendre. C'est sûr que… Ah, ben non, parce que je n'ai pas la fin. Tiens, regarde, tu vois ici? Sur cette diapositive-là, en fait, c'est une gastrula. Donc, ça veut dire que l'embryon, là, on est au cours de la gastrulation. Et en fait, ce qui se passe, tu vois, toutes ces cellules qui sont en bleu, eh ben, c'était les cellules qui étaient ici, qui étaient en bleu sur ce schéma. Eh ben, tu vois, en gros, que ces cellules, eh ben, elles commencent à recouvrir l'intégralité des cellules de l'embryon. Alors que tu vois, les cellules qui étaient en rouge et qui étaient normalement à l'extérieur, eh ben, commencent à passer à l'intérieur. Et tu vois que les cellules qui étaient en bleu, eh ben, elles aussi, elles sont en train de passer à l'intérieur de l'embryon. Et tu vois bien qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, au centre, tu auras du vert. Tout autour, tu auras du bleu. Et entre les deux, tu auras du rouge. Eh ben, en bleu, ce sera l'ectoderme. En rouge, le mésoderme. En vert, ce sera du coup l'endoderme. Donc, si je reviens à ta question, eh ben, au lieu d'attendre d'avoir le stade bourgeon caudal qui est la fin de l'organogénèse, eh ben, on va faire des observations en fait au moment de la gastrulation et on va regarder est-ce que ces cellules qui ont été fluorescentes, hein, qu'on a rendues fluorescentes, est-ce qu'elles vont s'installer dans la couche du centre et à ce moment-là, elles ont bien un devenir mésodermique. Est-ce qu'elles vont s'installer dans la couche au centre, donc la couche intermédiaire, je voulais dire. Hein, si c'est dans la couche du centre, et ben à ce moment-là, elles ont bien une origine endodermique. Et si par contre elles restent à la surface, et ben elles ont bien un devenir ectodermique. Donc en fait, tout simplement, on a arrêté l'expérience, non pas à la fin de l'organogénèse, mais au cours de la gastrulation pour voir justement où ces cellules terminaient, où ces cellules étaient présentes. Est-ce qu'elles étaient présentes dans l'endoderme ou dans l'ectoderme ou dans le mésoderme? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je ne sais pas qui c'était, Clotilde peut-être? Oui. C'est bon, merci. D'autres questions? Non? Bon, bah, très bien. Donc là, vous faites attention sur ce chapitre-là. Il n'y a vraiment pas de difficulté. La seule difficulté, c'est vraiment de s'orienter dans l'espace, d'essayer de comprendre ça en volume. Alors, il y a une difficulté au cours en distanciel, c'est qu'on n'a pas fait le TP. Donc, du coup, vous n'avez pas vu les embryons. Donc, du coup, c'est sûr que pour vous, c'est plus difficile. Donc, à chaque fois que vous avez vu que vous avez une diapositive, vous voyez bien que j'ai toujours fait en sorte pour qu'on voit où est la droite, la gauche, le ventre, etc., les différents pôles. Donc, ça veut dire qu'il faut bien s'orienter, hein, bien reconstituer dans sa tête en 3D pour bien visualiser les choses. D'accord? Je vais peut-être aujourd'hui, je vous promets rien si j'ai le temps, d'aller chercher, d'essayer de sélectionner quelques vidéos qui vont vous permettre comme ça des modélisations en 3D qui vont permettre de comprendre du coup ces processus. Donc aujourd'hui, vous vous attaquez à la gastrulation. Alors vous allez voir, il va falloir bien faire la distinction entre du coup les mouvements cellulaires que vous allez voir dans la gastrulation et les mécanismes, les mouvements des cellules et les mécanismes cellulaires qui sont à la base de qui fondent, hein, qui sont à la base de ces mouvements. Hein. Donc c'est pas très difficile. Par contre, il faut pareil bien s'imaginer l'objet en volume dans votre tête et essayer de comprendre comment ça se déroule, comme si
Enfin, il faut vous imaginer une sorte de petit film pour comprendre ce processus-là. Donc, on aura du coup aujourd'hui, c'est la gastrulation, et je vous envoie le cours qui est très court sur l'organogénèse. Du coup, aujourd'hui, enfin en fin de journée, et du coup, ce cours sera à étudier pour lundi. Avec du coup l'envoi de l'organogénèse, eh ben, on aura fait la moitié du chapitre, donc on aura terminé du coup le grand 1 sur l'aspect descriptif. Et on commencera du coup lundi prochain, le grand 2 sur l'aspect contrôle qui est un petit peu plus compliqué. Donc, travaillez bien ça parce que si vous ne maîtrisez pas justement toutes ces notions du grand 1, eh ben, ce sera le grand méli-mélo, le grand mélange pour la partie grand 2. Donc, il faut bien travailler ça. Et en parallèle, il faut aussi travailler sa géologie. Je crois que je dois être à 120 exercices corrigés. Je vous rappelle que vous êtes 40. Donc, si je fais un calcul vite et que j'ai envoyé 6 exercices, donc si je fais 40 fois 6, ça fait normalement 240. Donc, j'ai à peu près que la moitié des exercices. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fait aucun des exercices d'entraînement. Ça veut dire que pour le devoir du samedi dans 10 jours, ça risque d'être très compliqué pour eux parce que ce sont notamment les exercices, les derniers exercices, exercice 5 et exercice 6, qui sont ceux qui ressemblent à des exercices de DS. Donc, je vous invite fortement à les faire. Mais on ne peut pas se lancer dans les exercices 5 et 6 avant d'avoir fait les autres, qui sont des exercices beaucoup plus simples. Donc, vous faites attention. Donc, ceux qui m'ont envoyé, vous continuez. Vous pouvez bien évidemment me montrer des choses partielles. Il n'y a pas besoin d'avoir tout finalisé pour me montrer. Comme ça, on peut engager une discussion. Je peux notamment lever des blocages ou réexpliquer si c'est nécessaire. Je vous souhaite une bonne journée. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions?